Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Kitri, qui après une première vie en publicité, a choisi de mettre plus de sens dans sa carrière. Elle travaille actuellement en indépendante dans le milieu éducatif et associatif et va lancer sa propre chaîne de podcast. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes vécus, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Léa Thomasin, je suis cofondatrice et directrice générale de Hello Asso. Hello Asso, c'est une solution de paiement pour les associations. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 80 000 associations dans la gestion de leur paiement en ligne. On a créé la structure en 2009 avec mon associé Ismaël. On a fait nos premières années à Paris. On est arrivé à Bordeaux en 2013 et aujourd'hui Hello Asso, c'est une structure qui compte 70 salariés. La question. Comment ne pas perdre son âme quand on passe de 10 à 70 salariés sur un temps très court? Le vécu. Alors cette question, c'est une question que je me suis posée, que nous nous sommes posés avec mon associé. C'est aussi une question que nous ont posée les collaborateurs d'Hello Asso au moment où il y a eu un changement assez déterminant dans la structure. Puisqu'effectivement, en 2017, on a réalisé une levée de fonds importante de 6 millions d'euros. On était à ce moment-là une quinzaine de salariés et on a prévu un investissement assez conséquent dans les 2 ans à venir qui allait se matérialiser aussi par l'embauche de nouveaux collaborateurs. Et c'est nos collaborateurs qui nous ont aussi alertés sur ce point en disant comment on va faire pour garder ces valeurs qui nous animent depuis le début, cet ADN qu'a Hello Asso, comment on va faire en quelques mots pour ne pas perdre notre âme avec cette croissance très forte de l'organisation et des personnes qui la composent. Et on a construit cette plateforme avec des valeurs très fortes, tant vis-à-vis de nos utilisateurs, à travers des choix, notamment ceux de notre modèle économique qui est uniquement au pourboire, mais également des valeurs très fortes qui nous animaient en interne, qui étaient, c'est toujours difficile de mettre des mots sur les valeurs. On a travaillé après pour les verbaliser, mais il y avait un esprit Hello Asso, il y avait une façon de travailler, il y avait une forme de solidarité très très forte entre nous, qui est facile, je dirais, à maintenir quand on est 15, qui pose beaucoup plus de questions et d'enjeux quand on est nombreux. Premier apprentissage. Alors le premier apprentissage fort, ça a été l'importance de travailler de manière collaborative sur les valeurs et la culture de l'organisation. Et donc on a choisi, juste après la levée de fonds, de travailler tous ensemble à nommer quelles étaient les valeurs Hello Asso, sachant que les valeurs d'une organisation, elles ne se décrètent pas. En fait, même la culture d'une organisation, elle existe toujours. Il s'agit plutôt de faire ressortir ce qu'elle est, de pouvoir la formaliser. Et donc on a réalisé des premières réunions tous ensemble. On a commencé en étant une vingtaine, on a poursuivi cet exercice pendant à peu près 1 an jusqu'à arriver à 35 collaborateurs qui ont co-construit ce socle de valeurs pour justement mettre des mots. On est parti d'une question qui est assez simple, c'est de dire qu'est-ce qui nous rend fiers de travailler chez Hello Asso. En est ressorti la solidarité, et c'est vrai que la solidarité au sein de l'équipe chez Hello Asso, c'est pas un vain mot. Ça passe par une bienveillance entre les uns les autres, ça passe par de l'entraide entre les personnes. On a également mené un exercice pour déterminer tous ensemble quels étaient les principes de travail qui découlaient de ces valeurs et lesquels on s'engageait à tous appliquer. Et cette notion est importante et pour ça, on a utilisé une méthode que j'aime beaucoup, qu'on appelle le feu vert, feu rouge, où concrètement on a distribué à tous les collaborateurs qui ont participé à cet exercice des cartons de couleurs qui sont vert, orange et rouge, et on a voté pour les principes de travail où chaque collaborateur a la possibilité soit de mettre vert, ça veut dire que il est à fond, il soutient ce principe, il s'engage à le porter et à l'appliquer, orange, moyennement motivé mais il ne va pas être un frein, et rouge par contre c'est un veto complet.
Et on a sélectionné des principes de travail qui ne remportaient que du vert. Donc ce qui veut dire que chaque collaborateur a eu la possibilité de mettre des vétos sur des principes en mettant un carton rouge. Et à ce moment-là, on passait à un principe suivant. Et c'est vrai que quand on a fait l'exercice, il y a un moment qui m'a marqué, puisque dans les différents principes qui avaient été formalisés, il y en avait l'un d'eux auquel j'étais très attachée, que je souhaitais vraiment voir vivre dans l'organisation. Et un membre de l'équipe a mis un veto. Et sur le coup, et pour moi et pour mon associé qui étions très attachés à ce principe, ça a été quelque chose d'un peu difficile à accepter. Et à la fois, ça nous a rappelé que l'exercice qu'on faisait, c'était pas les valeurs de Léa qui devaient en sortir. C'était vraiment des valeurs collectives. Et je pense que ce sont des choses qui sont nécessaires en tant que fondateur, à un moment de se dire, même si initialement et au tout départ, et quand on est deux, les valeurs de l'organisation, c'est nos valeurs perso, enfin en tout cas c'est très proche, et à un moment ça nous dépasse. Et ça devient les valeurs d'un collectif. Et peut-être que des choses qui pour moi étaient très importantes, là pour un de mes collaborateurs, il a mis un veto, donc pour lui c'était niette. Et du coup c'est important d'écouter tout ça pour s'assurer ensuite que on a quelque chose au sein du collectif auquel on adhère tous. Le garant aujourd'hui des valeurs et l'OASO et des principes de travail, il n'y a pas un garant, il y en a 70. Je le vois à l'arrivée où les collaborateurs sont parfois surpris de l'ambiance qui règne dans l'équipe, de l'accueil qu'ils reçoivent. Et je leur dis, c'est une chance, mais c'est aussi une responsabilité pour toutes et tous que ça perdure. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage de toute cette phase de transformation de l'organisation a été la nécessité d'être authentique dans le maintien de ces valeurs et d'être constant. Après la phase de définition des valeurs, l'enjeu ça a été de se dire comment dans la croissance de l'équipe, on embarque avec nous les nouveaux collaborateurs, comment on leur transmet ces valeurs, comment on les explicite. Et pour ça, on a formalisé différentes choses. On a déjà regroupé dans un guide qui est travaillé chez l'OASO, qui décrit justement les valeurs, les principes de travail et en complément toutes les informations RH nécessaires. On a formalisé tous ces éléments qui nous paraissent clés à savoir pour une personne qui nous rejoint. Donc tous les collaborateurs qui arrivent se voient remettre ce guide, et sachant qu'on a même été un peu plus en amont de ça, qui est que lors des processus de recrutement notamment, on va imprégner déjà les candidats à nos valeurs. On va leur demander dans le cadre des entretiens de recrutement de réagir sur 3 des valeurs qui leur parlent le plus. C'est déjà l'occasion de voir quelles sont celles dans lesquelles ils se reconnaissent le plus, de les entendre aussi sur le sujet. Et pour nous, ces valeurs et qui traduisent aussi un peu l'engagement pour le secteur associatif qu'on porte dans notre métier, c'est clairement le plus petit dénominateur commun qu'on a dans l'équipe. Et du coup, c'est un critère de recrutement qui est fort. C'est-à-dire qu'on a refusé des candidats qui étaient excellents sur le plan des compétences, mais qui n'étaient pas du tout en adéquation avec les valeurs de l'organisation. Et pour nous, c'est un point qui est très important à conserver. On a formalisé un parrainage des nouveaux collaborateurs par les anciens, parce que un guide qui explicite des valeurs, c'est bien, mais d'avoir une personne qui peut en échanger et dialoguer avec les nouveaux pour les expliciter, c'est mieux. Donc chaque personne qui intègre l'OASO va avoir un parrain dans l'équipe qui est son buddy, qui va l'aider quelque part à se repérer dans l'organisation sur des sujets pratico-pratiques et aussi sur tout l'impalpable quelque part, sur le comment on fonctionne, et tout ça découle des valeurs et des principes qu'on a définis ensemble, mais parfois se matérialise dans plein d'autres choses. Et pendant 1 mois, le buddy va avoir un rôle un peu de guide. C'est aussi, c'est un soutien aussi pour les nouveaux qui arrivent, de ne pas être complètement perdu dans une nouvelle organisation, de pouvoir être aiguillé aussi dans des choses pratico-pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié, aussi bien des nouveaux que des anciens. Des anciens pour transmettre justement le travail qu'on a fait ensemble, ce qu'on a construit, et globalement on a une équipe aujourd'hui qui est fière de ce qu'on fait parce qu'elle a contribué à le définir, et donc d'autant plus à même d'en parler
et de pouvoir embarquer des nouveaux dans cette aventure. Et pour les personnes qui arrivent, c'est un support incroyable où pendant un mois, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas lâchés et ils peuvent être guidés aussi dans tout cet informel qui existe chez l'OASSO. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage clé, je dirais, de cette période, et qui est pour moi un des plus importants, est celui de consacrer des temps à la rétrospective avec l'ensemble de l'équipe pour pouvoir ensuite déterminer des objectifs. Donc ce qu'on entend par rétrospective, c'est de se poser à l'issue d'une période de temps et de se dire ok, comment ça s'est passé sur le dernier mois, les derniers 3 mois, le dernier sprint dans le cadre des développements, et chacun peut librement dire ce qui s'est passé de bien, de moins bien, ce qui l'a énervé, ce qui l'a rendu content. Et ensuite on détermine collectivement. Et c'est très important que ces temps de rétrospective soient collectifs, c'est pas chacun qui fait sa petite analyse de son côté, mais qu'on le fait ensemble. On détermine collectivement comment on peut améliorer la période qui vient. Donc typiquement, nous dans l'équipe, aujourd'hui, on se réunit tous les 3 mois et on utilise une méthodologie que je trouve très efficace, qui s'appelle SAD, GLAD, MAD, donc triste, heureux et énervé, et où les collaborateurs vont lister sur des post-it, en faisant référence aux 3 mois qui viennent de s'écouler, qu'est-ce qui les a rendus heureux, qu'est-ce qui les a rendus tristes et qu'est-ce qui les a énervés. À partir de là, on va ensuite déterminer un peu les grands thèmes qui se dégagent, et on a ensuite un échange collectif qu'on a aujourd'hui à 70, donc on se laisse le temps, on se laisse 2 heures pour le faire. Donc à l'issue de cette phase de post-it, on garde ensuite 2 heures pour en parler tous ensemble. Et par rapport aux grands thèmes qui sont ressortis, on essaye de trouver collectivement des solutions. Et ces solutions, on s'attache à les appliquer dans les 3 mois qui suivent. Et 3 mois plus tard, on refait le même exercice. Mais ce qui permet de garder en fait la structure vivante et qui donne à chacun aussi, et ce qui pour moi est très important, voix au chapitre. Je dirais qu'il n'y a pas de notion de hiérarchie ou de direction dans ce process-là. On est un collectif qui cherche à grandir ensemble. Typiquement, lors d'une de ces phases de rétro, où on avait mené une réorganisation de l'équipe, l'équipe a soulevé des choses qu'ils n'avaient pas appréciées dans mon attitude, dans la manière de conduire ce changement. Et d'être face à eux, qui sont nombreux, qui sont d'accord, c'est un exercice qui n'est pas facile en tant que fondateur, en tant que dirigeant, et à la fois dans le climat qui règne dans l'organisation. Et c'est pour ça que la notion de bienveillance est fondamentale, parce que c'est aussi la bienveillance non seulement qui existe entre les uns et les autres, mais qui va exister aussi vis-à-vis de moi en tant que dirigeante. Et là, toutes leurs remarques, tout ce qu'ils ont pointé du doigt, qui étaient des retours négatifs, ils l'ont fait avec beaucoup de bienveillance. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est d'accepter les itérations et de s'autoriser à revoir de manière assez fréquente la structure organisationnelle. Sur l'organisation en tant que telle, moi, une phrase m'avait marquée, il y a de ça assez longtemps, qui dit que la dette organisationnelle est pire que la dette technique. Concrètement, ce qu'on appelle la dette technique, c'est le spaghetti de code informatique qui ensuite devient intouchable par aucun développeur, car ils ne comprennent plus ce qu'ils ont fait. Et tout s'est empilé et on n'arrive plus du tout à démêler ça. Donc ça, c'est la dette technique. Et la dette organisationnelle, moi, ma vision, c'est une organisation en fait qui se construit sur de mauvaises bases dès le départ, sur souvent un manque de clarté dans la manière dont le travail est organisé, dont les équipes sont organisées, où du coup on a des pratiques qui ne sont pas forcément optimales qui se mettent en place, et puis à un moment c'est trop tard parce que des mauvais réflexes ont été pris à tous les étages de l'organisation, et du coup c'est compliqué de redresser ça et de repartir sur une structure organisationnelle qui soit saine, qui soit épanouissante et qui soit performante. Donc en fait dès 2015, donc même avant notre grosse levée de fonds de 2017, j'avais commencé à m'intéresser à des modes d'organisation, et on a implémenté l'holacratie, donc l'holacratie qui est une des méthodes qui est issue des courants de l'entreprise libérée, donc qui définit une organisation des équipes et du travail au sein d'une structure en axant beaucoup sur l'autonomie et la responsabilité de petites entités. Donc on divise la structure en petites entités qui vont être dans l'holacratie des cercles, qui ont une autonomie complète sur le périmètre de cette entité. Et par ailleurs, l'holacratie induit aussi une notion de franchise et de transparence très forte. Typiquement, toutes les réunions commencent par quelles sont vos tensions. Donc ça peut paraître un peu anxiogène au début de se dire ok, on commence la réunion en parlant de tension, et néanmoins c'est très libérateur.
Et c'est vraiment comme ça qu'est pensée l'holacratie, de se dire une fois qu'on s'est débarrassé en fait des tensions, c'est-à-dire des petites choses où là je comprends pas, ou là quelqu'un fait comme ci, mais du coup je suis pas, là j'ai pas l'information. En fait après on s'est libéré l'esprit et on peut travailler ensemble. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on a gardé dans nos réunions, c'est de se dire on parle des tensions au départ, parce que comme ça quelque part on se libère l'esprit. Et ensuite, on peut avancer de manière constructive sur les projets qu'on doit mener ensemble. Et de l'holacratie, on a ensuite pris un peu de liberté par rapport au modèle parce qu'on apprécie beaucoup de choses, dont celles que je viens de décrire. Il y en a d'autres qu'on appréciait moins. On trouvait qu'il y avait un petit côté déshumanisant. Donc, on a fait évoluer cette organisation et aujourd'hui, on a quelque chose qui est assez sur mesure. On souhaite s'autoriser à pouvoir remettre en question aussi l'organisation pour ne pas rester dans un modèle qui ne marche plus. Notre activité évolue fortement, l'équipe et le nombre de personnes dans l'équipe évolue fortement. Donc quelque part de se cloisonner dans un modèle, ce serait une source d'échec quasiment à coup sûr. Donc et ça fait notamment partie de nos principes de travail qui est de favoriser l'état d'esprit itératif. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de communication vis-à-vis des collaborateurs parce que le changement a toujours quelque chose d'effrayant. Donc on s'attache aujourd'hui à bien accompagner ces changements, mais effectivement à s'autoriser à faire des itérations, puisque si on reste calqué sur un modèle dont on voit les limites, on perd tous du temps, où des personnes ne vont pas y retrouver leur compte de manière individuelle. Donc il faut s'autoriser à faire des changements pour toujours aller dans le bon sens et que ce soit source d'épanouissement et de performance collective. 5e apprentissage. Le 5e apprentissage que j'ai tiré de cette phase de croissance forte, c'est de maintenir un dialogue permanent avec l'équipe et de s'assurer du passage de l'information. Je vais commencer par le 2e point, s'assurer du partage de l'information. Quand on est 15, partager l'information, c'est facile. Quand on est 70, c'est plus pareil. Donc il faut vraiment s'attacher à trouver des temps pour le faire. Il faut les créer, ces temps. Et c'est pour ça que nous, on consacre une journée tous les trimestres, hors les murs, où on emmène toute l'équipe pour partager l'information tous ensemble et de s'assurer que tout le monde a le même niveau d'information et qu'on avance tous dans la même direction. Par ailleurs, on se réunit tous les mois, donc là aussi à 70, donc c'est un temps qui est dédié. On a des membres de l'équipe qui ne sont pas à Bordeaux, donc qui sont basés dans nos antennes régionales, donc ils viennent une fois par mois dans les bureaux à Bordeaux. Et là aussi, c'est l'occasion de pouvoir être tous ensemble et de s'assurer que tout le monde a le même niveau d'information sur les points clés de l'organisation. Là aussi, pour bien favoriser le partage d'informations, l'échange, la transparence, le feedback, la franchise, qui sont des fondamentaux un peu chez nous, on ne fait pas d'entretien annuel, on fait des entretiens trimestriels. Donc entre à chaque fois le manager et son collaborateur. Lors de ces entretiens, les managers sont également évalués. Il y a une partie sur le feedback managérial qui est réalisé de la même manière tous les 3 mois. Donc un questionnaire est diffusé à l'ensemble des collaborateurs pour évaluer leur manager. Et c'est quelque chose qui est très fructueux. C'est assez récent. On a fait 2 évaluations à date. Mais déjà entre la première et la deuxième, on voit que les notes montent. Et ce qui est assez logique puisque les managers obtiennent un feedback de leur équipe et peuvent ensuite identifier des points qu'ils n'ont pas forcément vus, là où ils peuvent s'améliorer pour être des meilleurs managers et plus répondre aux attentes des collaborateurs. Donc il va y avoir une évaluation sur ces objectifs professionnels et ensuite il va y avoir une évaluation qui porte sur les principes de travail, donc qui découlent de nos valeurs, où on va retrouver effectivement les compétences humaines, les comportements attendus, tout ce qui a trait au vivre ensemble et qui font que le travail se déroule de telle ou telle manière chez Loiseau. Par ailleurs, maintenir le dialogue avec l'équipe, ça veut dire aussi pour moi un enjeu de maintenir la proximité. Et ça aussi, ça contribue à ce que les collaborateurs soient en mesure aussi de me partager ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Je pense à un exemple qui se passait le mois dernier. Le soir, je reçois un email et je suis un peu énervée par la situation et j'ai répondu à ma collaboratrice à un email un peu sec et j'ai eu tort de le faire. Et le lendemain, elle est venue me voir pour me dire j'ai pas du tout apprécié le ton de ton mail, il m'a rendu hyper mal, j'y ai pensé toute la soirée. Et elle a raison. Ça m'a permis, moi, de me remettre en question et de me rappeler justement cette exigence qu'il y a de constance, je dirais, émotionnelle que je dois avoir vis-à-vis de mes collaborateurs parce que j'essaie un maximum de ne pas leur communiquer mon stress, de faire en sorte qu'ils soient dans ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Et je pense que c'est hyper important dans une organisation de ne pas subir
gérer les coups de sang des dirigeants. Donc elle avait raison, j'étais contente qu'elle me le dise. Et surtout, je me suis dit, le fait qu'elle m'en parle, le fait qu'elle ose me dire, c'est que quelque part j'ai réussi à garder cette proximité avec elle et que je souhaite maintenir avec d'autres. Conseil Pour gagner du temps. Du coup, au quotidien, ce qui me fait gagner du temps, c'est de partitionner ma journée et de m'allouer des temps le matin et le soir pour les tâches que je peux faire seule, notamment le traitement des mails. Donc toute la journée où je suis au travail, je la consacre à mes équipes, à des échanges, à des rendez-vous, de l'externe, et les mails, je le fais que le matin et le soir. Conseil pour gagner de l'énergie. Et mon conseil pour gagner de l'énergie, en tout cas ce qui me fait gagner de l'énergie, au-delà de bien dormir et me coucher tôt, c'est de faire de temps en temps des journées d'inspiration qui sortent complètement de mon activité. Donc d'aller voir des conférences, des choses qui peuvent sembler un peu connexes, mais qui me permettent de mettre en perspective beaucoup de choses que je fais et où je reviens avec une nouvelle énergie, de l'inspiration, même si c'est très loin de l'activité. L'autre question. Et la question que je me pose en ce moment, et l'enjeu que je veux adresser, c'est comment personnellement je continue à grandir et je continue à me former pour suivre la croissance forte de l'organisation. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes.